pris désormais bonne digestion. Quoi. Voilà, on quitte l'Algérie, on passe sans transition à l'Égypte, se trouve M. Slimani Ismail, qui est à ma droite parce que c'est un poulain d'Éric Loquin, hein, c'est le crédit qui se remanifeste cet après-midi dans ce colloque, et qui va nous parler de révolution, cette révolution du XXIe siècle en Égypte et de ses conséquences constitutionnelles. Si j'ai bien compris, à vous la parole. Pour le médias. Merci Monsieur le Professeur Benchner. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bonjour, pardon. Alors je suis ravi d'être parmi vous et de retourner à la faculté de droit de Dijon. J'ai été ici doctorant et j'ai soutenu ma thèse en novembre 2009 avec Monsieur Éric Loquin. Bon, c'est vrai que je suis privatiste, mais cela ne m'a pas empêché de m'intéresser aux affaires politiques et aux débats constitutionnels qui ont eu lieu en Égypte. En vérité, c'était les 90 millions d'Égyptiens qui s'intéressaient à la politique durant ces 3,5 dernières années. Avant 2011, les Égyptiens s'intéressaient au foot, s'intéressaient aux vidéoclips, s'intéressaient... il y avait une troisième chose, et la religion surtout. Ça, c'était les cours de religion, et c'était très ancré dans la population. Il n'y avait pas du tout de politique. À partir de 2011, la population égyptienne a battu tous les records s'agissant du suivi des journaux télévisés, des talk-shows sur la politique, et les gens ne font que ça. Autre chose, je suis un ancien du cycle international long de l'ENA, entre 1999 et 2001, donc la politique et les questions de droit public et constitutionnel m'ont toujours patienté. Alors je remercie beaucoup le Credespo de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Rapidement, alors mes deux interventions, la mienne et celle de M. Amr El-Shobaki, je vais commencer par vous raconter l'historique de notre droit constitutionnel rapidement, mais surtout je serai focalisé sur ce qui s'est passé après la Révolution et le contenu de la Constitution de 2014, mais il y a une introduction qui serait nécessaire, je pense. Et puis, Dr Amr El-Shobaki va vous parler de l'actualité politique égyptienne d'aujourd'hui à la lumière de ce que je vous aurai raconté. Si je retourne en arrière, notre tradition constitutionnelle en Égypte a commencé en 1923 avec l'adoption de la Constitution de 1923 suite à la fin du protectorat britannique en Égypte le 4 février 1921. Cette constitution avait établi une monarchie constitutionnelle et donc l'Égypte a connu à partir de cette date-là une vie quasi-démocratique avec des alternances de gouvernement. C'est vrai que l'armée britannique était encore présente au canal de Suez, c'était une des réserves de l'indépendance quasi totale que l'Égypte avait obtenue en 1921. Donc l'ambassadeur britannique était un des hommes forts du pays à cette époque, donc il y avait le pouvoir qui était partagé entre le roi, le Premier ministre, le Parlement, et avec le Parlement, hein, bien sûr, et le roi, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Égypte. Cette tradition de monarchie constitutionnelle et de démocratie a pris fin en 1952 avec l'arrivée au pouvoir des officiers libres, le général Mohamed Naguib, qui a dirigé l'Égypte jusqu'à 1954, et à partir de 1954, le célèbre président et le leader Nasser, que tout le monde connaît, a pris pouvoir et a dirigé l'Égypte jusqu'à 1970 avec des constitutions provisoires, et il y avait à cette époque-là un parti unique. Même si Nasser avait une très large popularité et avait la majorité, mais il n'y avait pas de multipartisme.
Sadat a rompu avec le régime, la façon de Nasser de gouverner, et il a donné beaucoup plus de liberté aux Égyptiens. Avec cette direction vers la liberté, la constitution de 1971 a été adoptée en Égypte. L'Assemblée constituante qui a rédigé cette constitution était formée de professeurs de droit constitutionnel. Donc ce n'était pas une assemblée constituante représentative des Égyptiens, mais elle était constituée de professeurs de droit constitutionnel, et ils ont rédigé à l'époque une constitution en majorité qui répondait aux critères de droit constitutionnel en droit comparé. C'était une très bonne constitution à l'époque. Hélas, en 1980, le président Sadat, qui ne voulait pas seulement faire 2 mandats, il voulait faire des mandats à l'infini. Alors il a introduit des modifications constitutionnelles en 1980. Bon, il y avait plein d'absurdités, on ne va pas les aborder, mais l'une d'entre elles, c'est que le président pouvait être réélu à un nombre indéfini de mandats. Hélas, Sadat, qui voulait faire son 3e mandat, il a été assassiné le 6 octobre 1981. Arrive Hosni Moubarak. En 2005 et en 2007, Hosni Moubarak ajoute des absurdités à cette constitution dans le but de permettre à son fils de le succéder. Alors la constitution de 1971, à l'origine, qui était une très bonne constitution, elle a été dénigrée, ou elle a fait preuve de modifications qui ont réduit sa qualité ou qui ont porté atteinte à sa qualité. Et en 2011, alors il y a eu la révolution du 25 janvier 2011 qui s'est terminée par le départ de Moubarak le 11 février 2011 sous la pression de l'armée, ou bien c'est lui-même qui a voulu ne pas continuer. Bon, ça se discute. On a commencé à débattre dans la population égyptienne, dans l'opinion publique égyptienne. Est-ce qu'on va d'abord rédiger notre nouvelle constitution, ou bien on garde l'ancienne constitution et on modifie 8 articles les plus controversés et on organise des élections législatives puis des élections présidentielles. Les libéraux, les laïcs, les révolutionnaires voulaient d'abord une constitution. Quel que soit le mode d'élection ou de nomination de la constitutive, de l'Assemblée constituante, de l'Assemblée constituante, mais on voulait une constitution avant les élections, ce qui est normal, ce qui est logique. Comme ça, lorsqu'un parlement est élu, lorsqu'un président est élu, il y a déjà une constitution qui fixe les limites du pouvoir. De l'autre côté, il y a eu les frères musulmans, l'ancien régime, le PND qui n'était pas encore dissous, les salafistes qui voulaient d'abord des élections législatives et que ce soit le Parlement qui nomme l'Assemblée constituante de manière à ce que la première majorité soit celle qui rédige la Constitution. La première majorité, la future majorité parlementaire, puisse avoir la domination et à mettre la main sur la nouvelle Constitution. Alors, hélas, le SCAF, c'est le Haut Conseil militaire qui dirigeait le pays après le départ de Moubarak. Il a organisé un référendum sur l'ancienne Constitution de 1971 en proposant la modification de 8 articles. Le oui est passé. Le oui est passé, surtout qu'il y a eu des campagnes dans certaines mosquées qu'il fallait voter oui pour aller au paradis et que ceux qui votent non, ce sont les impies, les chrétiens, les mécréants, etc. C'était de la manipulation de l'opinion publique, et aussi une partie de l'opinion publique voulait la stabilité, parce que les Égyptiens étaient habitués à la sécurité, on avait un policier tous les 100 mètres, et après la révolution, la police avait disparu. Donc les gens pensaient aussi, on avançait l'argument de la stabilité pour voter oui à ces amendements constitutionnels.
Le oui est passé à 78%. Et nous avons eu les premières élections législatives pour diverses raisons, sous l'effet de l'alternance et pour d'autres raisons aussi, un mauvais système électoral qui favorise celui qui a le plus d'argent. Les frères musulmans et les salafistes ensemble ont pu avoir une majorité et les non-frères musulmans, les non-salafistes, les révolutionnaires, ceux qu'on appelle les civils, parce qu'on ne peut pas parler de laïcs en Égypte, on n'est pas aussi laïque que vous en France, mais on les appelle les civils, comme le docteur Amr Shouki qui a gagné les élections législatives face au secrétaire général des frères musulmans à Gizeh. Malgré la très grande grandeur de sa circonscription, comme toutes les circonscriptions d'ailleurs, donc celui qui avait de l'argent, il était capable de remporter les élections, et surtout aussi que les partis civils qui sont nés après la Révolution n'étaient pas encore préparés, ils étaient divisés, ils n'étaient pas encore bien ancrés dans la rue face à un adversaire, les frères musulmans qui sont là depuis 80 ans, et les salafistes qui étaient aussi bien ancrés depuis une bonne dizaine d'années ou une quinzaine d'années, et ils faisaient un travail de terrain qui était remarquable, mais qui n'avait pas de problème avec le régime de Moubarak, parce que les salafistes à l'époque ne parlaient pas du tout de politique, n'avaient aucune ambition de gagner des élections parlementaires, et donc on les a vus arriver soudainement après la Révolution. C'était vraiment effrayant de voir 20% du Parlement égyptien dominé par les salafistes, et 40% par les frères musulmans, ou un peu plus, et le reste était divisé par des autres partis politiques de droite et gauche. Donc c'est cette majorité-là qui a rédigé la Constitution de 2012, on l'appelle la Constitution des frères musulmans. Cette Constitution, donc, elle a été rédigée par une assemblée constituante à majorité islamiste. Les décisions se prenaient à 57,5% et il y avait au moins une soixantaine ou un peu plus qui étaient capables d'imposer leur opinion et dominer le vote. Et à la fin, les laïcs avaient boycotté cette constituante et la constitution des frères musulmans a été adoptée à 66%, mais il y avait de grands départements, de grandes régions qui avaient dit non. Par exemple, la région du Caire, le non a gagné. Il y a des régions au Delta, le non a gagné. À Alexandrie, le non a fait 49%. Alors c'est très difficile que le non gagne. Mais en Haute-Égypte, le oui a largement passé. L'année de Morsi est passée après cette constitution. La population a commencé à signer une pétition qui a été rédigée par un groupe de jeunes qui s'appelle Tamarrud, c'est-à-dire les rebelles. Et cette pétition, elle était signée par les citoyens pour que soient organisées des élections présidentielles anticipées. Bien sûr, on ne pouvait pas dire pour renverser le régime des frères musulmans, sinon on allait en prison. C'est le code pénal qui s'applique. On ne peut pas inciter à renverser le régime politique. Cette pétition a été signée selon Tamarrud par 22 millions. Est-ce que ce chiffre est correct ou non ? Je ne peux pas bien sûr l'affirmer, il n'a jamais été officiellement compté, mais je ne connais personne, sauf ceux qui sont frères musulmans, qui n'ont pas signé cette pétition. Tout le monde que je connaissais autour de moi, dans les classes populaires, partout, c'était une pétition qui a très bien réussi, et à la fin de cette pétition, c'était indiqué le 30 juin, on va tous descendre dans toutes les places de l'Égypte pour demander les élections présidentielles anticipées. Le 30 juin, il y a eu des manifestations monstres. Selon CNN, 34 millions d'Égyptiens étaient dans les rues. Selon BBC World, c'était les manifestations les plus monstres qu'ait connues l'humanité. Même dans les villages, il y avait des gens qui manifestaient, qui demandaient... Alors certains voulaient des élections présidentielles anticipées, mais je pense que la majorité voulait le départ de tout ce régime. Et donc le 3 juillet, les gens sont restés dans la rue, non pas seulement le 30 juin, mais le 1er juillet, le 2 juillet et le 3 juillet, après la fin de l'ultimatum de 48 jours qui était donné par le général Al-Sisi à Mohamed Morsi. Dans 48 heures, on lui a demandé d'organiser un référendum pour voir s'il continue son mandat ou non.
Morsi a refusé d'organiser ce référendum et il a dit j'ai la légitimité. Alors le 3 juin, vous savez tout ce qui s'est passé. Et parmi la feuille de route, il fallait amender la Constitution de 2012. Car il y avait plein d'articles qui nécessitaient et qui exigeaient à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés. La constituante a été formée. Je peux vous dire qu'elle a été formée par un suffrage indirect, je dirais. Parce qu'il y a eu une déclaration constitutionnelle qui a indiqué que cette constituante doit être formée par tous les syndicats égyptiens. Donc chaque syndicat avait un représentant. Les Coptes l'église copte était représentée, l'Azhar était représenté. Chaque parti, chaque tendance, les partis de droite avaient un représentant, les partis islamistes avaient un représentant, les partis de gauche avaient un représentant. Et puis, même la constituante, on a fait en sorte que les Nubiens, qui est une minorité ethnique, que les Nubiens soient représentés, que les Bédouins du Sinaï soient représentés, que les handicapés soient représentés. Il y avait un avocat handicapé et il était présent dans la constituante pour défendre les intérêts des handicapés. Et il y a des dispositions dans cette constitution qui défendent les droits des handicapés, une discrimination positive pour les handicapés et les nains. Ça, c'est quelque chose d'original que vous n'allez pas trouver dans aucune constitution. Le docteur Arme Chokhi était aussi membre de l'Assemblée constituante. Quels étaient les vices de la Constitution de 2012 qu'il fallait amender? Pour moi, le plus dangereux, c'est que la Constitution de 2012 préparait l'Égypte vers la catastrophe de l'État religieux. Les Égyptiens aiment l'islam, mais l'islam modéré. Les Égyptiens coptes aiment le christianisme, mais ils sont modérés. Donc, on ne peut pas dire que la volonté de la majorité des Égyptiens était de créer un État laïque comme la France ou comme la Turquie de Kemal Atatürk. Mais je pense que la majorité des Égyptiens veulent une sorte d'équilibre entre l'État et la religion. Je ne dirais pas une séparation totale entre l'État et la religion, mais un équilibre entre l'État et la religion. La Constitution de 2012 nous menait vers un État religieux. Je vous donnerai un exemple, mais il y en a plein. Un exemple était l'article 219 de la Constitution de 2012. Vous savez, les constitutions égyptiennes depuis... en 1923, la religion a été déclarée comme l'islam religion de l'État. En 1971, la charia et les principes, et c'est très important, pas la charia même, mais les principes, étaient une source de la législation. En 1980, la charia est devenue la source principale, pas la charia, mais les principes de la charia, comme la source principale de la législation. Alors la Cour constitutionnelle suprême avait interprété cet article de manière à maintenir l'équilibre entre l'État et la religion. Elle a dit que les principes de la charia islamique, ce ne sont pas toutes les dispositions de la charia islamique, mais juste les principes généraux sur lesquels il y a un consensus. Et non pas tous les détails, toutes les dispositions de la charia. Aussi, n'entrez pas dans les principes généraux de la charia ce qu'on appelle le fiqh. Le fiqh, c'est la doctrine. La doctrine des chercheurs et des oulémas le long des 14 siècles. Ça ne rentre pas dans les principes généraux visés par l'article 2 de la Constitution égyptienne. En 2012, il y a eu un article qu'on a voulu insérer pour aller plus loin que l'interprétation de la Cour constitutionnelle suprême et insérer et introduire dans la législation égyptienne le fiqh islamique. Et non pas seulement les principes généraux de la charia. Et donc cela a été très dangereux. Par exemple, l'article 219
il prévoyait de la Constitution de 2012, il prévoyait que les principes de la charia islamique comprennent ces règles du fiqh, donc la doctrine, et ses sources consacrées par les doctrines des partisans de la sunna et de la communauté. Donc on exclut tout ce qui est chiite et on garde tout ce qui est sunnite. On vise. Voilà, ça c'était pour les salafistes très important, car les salafistes ils ne peuvent pas sentir les chiites. Pour eux c'est l'Iran et les chiites, c'est le mal extrême pour eux et ils voulaient ça. Mais bon, le problème de cet article c'était surtout la doctrine. C'est une doctrine qui date depuis 12-13 siècles. Et donc, certains efforts commis par cette doctrine sont encore valables et d'autres ne sont plus valables pour une société moderne. Et donc, c'était très dangereux de se lier dans notre législation par la doctrine du 7e et du 8e siècle et du 9e siècle. C'était impossible. Et donc, l'abolition de cet article était une nécessité. Autre absurdité, on avait le rôle de l'Azhar qui est la plus ancienne mosquée sunnite. Elle a un rôle dans la prédication et dans l'enseignement des sciences religieuses. Mais la Constitution de 2012 donnait à l'Azhar un rôle dans l'interprétation de la charia islamique. Et donc cela allait aboutir à ce que l'Azhar se mêle de la législation et de l'autorité judiciaire et de l'autorité exécutive, du pouvoir exécutif. Et donc, c'était très dangereux. On allait transformer l'Azhar en une autorité par-dessus les trois autorités. Il y a aussi un texte qui est très célèbre et qu'on trouve dans toutes les constitutions. Il n'y a nul crime, nulle peine, sauf en vertu d'un texte de la loi. Dans la Constitution de 2012, c'était indiqué en vertu d'un texte de la loi et de la Constitution. Et qu'est-ce qu'elle prévoit, la Constitution? La Constitution prévoit la charia islamique comme source de législation. Et ce n'étaient plus les principes généraux comme je vous ai expliqué. Donc, il y avait une crainte que ça ouvrait la voie à appliquer des châtiments corporels, etc., et à une vision radicale qui diffère de la vision modérée de la majorité des Égyptiens vis-à-vis de la religion. La nouvelle constitution de 2014 a aussi introduit un article très important, l'article 74, qui interdit la constitution de partis politiques ou de l'exercice de leur activité sur un fondement religieux ou contradictoire aux principes démocratiques. Donc ça, c'est très important. Donc, pas de parti basé sur la religion. Vous allez me poser la question, et le parti salafiste? Le parti salafiste existe encore, le parti Al-Nour, le grand parti salafiste, il existe encore, il a été intégré dans le processus démocratique et la feuille de route, et il va se présenter dans les élections parlementaires, mais il y a une différence, c'est qu'il ne pourra plus utiliser les mosquées dans les campagnes électorales. C'est fini. Il ne pourra plus avoir un discours comme si c'était ce parti qui représente la religion et que les autres partis sont les impies qui ne respectent pas la religion, qui sont contre la religion. Donc le parti salafiste va parler d'économie, va parler de réforme sociale, va parler d'un programme électoral normal comme tous les autres partis. Sinon, il va risquer une abolition en vertu de ce texte. Je ne dirai pas beaucoup sur les droits et les libertés dans cette nouvelle constitution de 2014. J'ai demandé au CREDESPO, j'avais trouvé une traduction française de la constitution de 2014 qui est bien faite, sauf quelques coquilles. Et le CREDESPO, je les remercie, le CREDESPO a imprimé cette version et elle vous a été distribuée.
Si vous lisez le chapitre 3, dont l'intitulé « Des droits, libertés et devoirs publics », c'est une véritable charte des droits de l'homme. Mais vraiment, celui et celle qui l'ont rédigé, c'est très très bien rédigé, ça protège les droits de l'homme à fond. Est-ce que la réalité est pareille? Ça, c'est autre chose. Je ne parle pas comment on va l'appliquer. Mais je vous dis, parce que l'Égypte, c'est pas encore la Suède, c'est pas les pays scandinaves, c'est pas l'Europe. Mais si ce chapitre est appliqué, c'est l'idéal du respect des droits et des libertés de l'être humain. C'est très 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 avancé. Je vous invite à lire ce chapitre. Donc, je pense il ne vaut mieux pas perdre le temps à élaborer et à dire beaucoup sur les droits et les libertés dans cette constitution. Il me reste 5 minutes. Donc, pour gagner du temps, sur la liberté de croyance, c'est indiqué, la liberté de croyance est absolue. Elle est absolue en vertu de l'article 64 de la Constitution. Alors sur les lieux de culte, ce n'est pas complètement libéral. Ce sont seulement les musulmans, les chrétiens et les juifs qui ont le droit d'édifier des lieux de culte. Un bouddhiste ne pourra pas venir en Égypte construire un temple bouddhiste. Donc ça, mais ça c'est pour des raisons d'ordre public, ça va créer des problèmes. Donc les religions qu'on appelle les religions du livre, le christianisme, le judaïsme et l'islam, ce sont eux seulement qui peuvent construire des édifices religieux. Mais en ce qui concerne la liberté de croyance, elle est absolue, en vertu de cette constitution. Une grande avancée dans cette constitution pour les droits des chrétiens en Égypte. Les chrétiens ont obtenu tous les droits qu'ils souhaitaient durant des décennies dans cette constitution. C'est pour ça que les chrétiens en Égypte, les Coptes, ont voté oui à l'unanimité. Par exemple, les Coptes voulaient une loi qui organise la construction des églises. Parce qu'en Égypte, pour construire une église, il faut une décision du président de la République. C'est beaucoup plus difficile de construire une église par rapport à la construction d'une mosquée. Ça ne veut pas dire qu'on ne construit pas d'église en Égypte, mais c'était beaucoup plus difficile. Cette constitution, elle prévoit, il y aura une loi qui va organiser la construction des églises. C'était une demande des Coptes depuis des décennies. Il y aura un quota pour les Coptes au Parlement, parce que les Coptes ont beaucoup de mal à gagner des élections législatives au scrutin uninominal. Il y aura un quota pour les Coptes dans le Parlement. Il y aura un quota pour les femmes dans le Parlement, parce que les femmes aussi ne gagnent pas. En Haute-Égypte, une femme qui se présente, elle ne va pas gagner, ça c'est sûr. Donc il y aura un quota qui va être imposé, et la nouvelle loi a imposé un quota de 12,5% du Parlement égyptien. C'est un taux, peut-être pour vous, Européens, ou d'autres pays africains qui sont plus avancés que nous, peut-être pour vous, 12,5%, c'est pas beaucoup, mais par rapport à l'Égypte, ça sera un record historique, le prochain Parlement. Les Coptes, ils ont obtenu aussi le fait que leurs affaires religieuses soient, donc mariage, divorce, soient réglementées selon leur propre loi. Sur le régime politique, le régime sera semi-présidentiel. Donc, pour vous dire les choses ouvertement, le président actuel, M. Abdel Fattah el-Sisi, n'aura pas tous les pouvoirs qu'avait Mohamed Morsi, n'aura pas tous les pouvoirs qu'avait Hosni Moubarak ou n'importe quel président avant. C'est un régime semi-présidentiel où le Premier ministre a beaucoup de pouvoirs, le Parlement a beaucoup de pouvoirs. Je vous donnerai quelques exemples. Les articles 146 et 147 disposent que le président de la République nomme un Premier ministre chargé de former le gouvernement et de présenter son programme à la Chambre des représentants. Cependant, cette nomination du Premier ministre et du gouvernement, elle doit obtenir l'approbation qu'on appelle la confiance des membres du Parlement. De même, tout remaniement ministériel
est conditionnée par l'approbation du Parlement, à la majorité absolue des membres présents représentant au moins un tiers des membres de la Chambre. Donc, le président de la République, il peut subir une cohabitation. Il peut subir une cohabitation en Égypte. Les partis ne sont pas encore forts, hein. Les partis sont encore sont en train de se renforcer. C'est les élections prochaines, comme vous raconterez, M. Ahmed El-Shobaki, vont créer des coalitions et des alliances. Et on va avoir un Premier ministre, j'espère, qui fera l'équilibre. De même, alors si le gouvernement n'obtient pas la confiance de la majorité des membres du Parlement, le président... Non, pardon, excusez-moi. Si le gouvernement du Premier ministre nommé par le président de la République n'obtient pas la confiance de la majorité des membres du Parlement dans un délai de 30 jours, le président nomme, et alors il est obligé dans ce cas-là, le président de la République est obligé de nommer un Premier ministre issu du parti ou de la coalition qui détient pas la majorité, mais le plus grand nombre des sièges au Parlement. Par exemple, un parti qui a eu 40%, et les autres coalitions ont eu 30 ou 20 ou 10. Donc la coalition qui aura obtenu, pas la majorité, mais le plus grand nombre de sièges, c'est cette coalition qui va choisir le Premier ministre. Et le président de la République n'a pas le choix. Si le reste du Parlement n'arrive pas à s'entendre avec le choix de cette, je ne dirais pas la majorité, mais de cette coalition qui a eu le plus grand nombre, dans ce cas-là, le Parlement sera dissous. Le Parlement n'aura pas la possibilité de choisir un Premier ministre, et dans ce cas-là, le Parlement sera dissous. Pour conclure, dernière chose que je vais dire, le Parlement peut destituer le président de la République. Donc il peut y avoir une motion de censure et le Parlement, voilà, alors c'est l'article 161, le Parlement peut proposer de retirer la confiance au président de la République et d'organiser des élections présidentielles anticipées à la suite d'une demande signée par au moins la majorité de ses membres et approuvée par les 2 tiers. Une fois la proposition approuvée, la question est soumise à référendum par le Premier ministre. Et là, c'est le bras de fer entre le président et le Parlement. Si le référendum passe le oui et le président s'en va, c'est le Parlement qui reste. Sinon, si le référendum conduit au rejet de la proposition, la Chambre des représentants est réputée dissoute. Et le président de la République appelle à élire une nouvelle Chambre dans les 30 jours à compter de la date de la dissolution. Donc, ça sera un bras de fer entre, c'est soit le Parlement qui va continuer, soit le président de la République. Pourquoi ces dispositions-là? Parce que les Égyptiens ont souffert du pharaon, hein, ce qu'on dit, on ne veut pas un nouveau pharaon au pouvoir, donc il fallait un régime semi-présidentiel et non pas un régime présidentiel comme à l'époque de Moubarak et un régime surprésidentiel à l'époque de Morsi, puisqu'il n'y avait pas de constitution encore. Je voulais encore continuer, mais bon, j'ai terminé mon temps, hein, donc je respecte le chronomètre du professeur Benchnem, et bien sûr je respecte votre temps. Je vous remercie pour votre attention, et mon ami, le docteur Ahmed El-Shobaki, va vous parler de l'actualité politique égyptienne à laquelle il est fortement impliqué.